après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec Insit. D'expérience de cette épicerie Post, eh ben on a décidé de travailler à transférer cette épicerie dans l'ancienne école du village pour en faire un vrai lieu de consommation 100% au service des produits locaux. Pour la simple et bonne raison que pour lier plusieurs choses, pour se battre contre plusieurs choses. Premier, c'est qu'on fait face à une désertification du monde agricole qui est redoutable. Sur mon territoire, qui est une communauté de communes de 7500 habitants, il y a 30 ans, il y avait plus de 1000 chefs d'exploitation. De territoire essentiellement agricole, 1000 chefs d'exploitation. Donc, un chef d'exploitation, c'est 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 emplois, des fois, direct et indirect. Aujourd'hui, on est à 300 chefs d'exploitation sur ce territoire. Donc, d'une part, on a un vrai problème au niveau des agriculteurs. Avec, en plus, globalement, on a perdu 3000 hectares sur 20 000 de terres cultivables. Donc, on a descendu nos terres cultivables et on a un peu augmenté la taille des exploitations, mais on est passé de 42 hectares en moyenne à 56. Donc, un territoire en polyagriculture, donc ce n'était pas énorme. Et puis, j'ai recherché un peu des chiffres, en particulier pendant la période des cantonales, et j'ai appris un chiffre absolument incroyable pour moi, c'est que les Gersois, nous consommons globalement pour 500 millions d'euros de denrées alimentaires par an. Bon, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais enfin, le Gersois, globalement, après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Ce qui fait que moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. C'est une production. Les cafés de campagne avec Insit. Ahurissant, parce qu'on ne produit pas tout sur le territoire, mais quand même, le Gers, qui est quand même le territoire de la gastronomie, d'une diversité de produits absolument incroyable, eh bien, ce qui fait que la consommation locale me paraît être vraiment dans le creux de la vague et que nous avons eu envie, mon équipe municipale et moi-même, d'agir sur cette question. Donc, on s'est dit, il faut un temple là, local, modeste mais déterminé, dans ce village, au service d'une épicerie qui sera 100% produits locaux. Donc avec un rayon de 30-40 km autour pour permettre aux gens de vivre. Alors, on avait dans un dernier café de campagne, on avait parlé de l'association dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Mon épi. Mon épi. Qui est un modèle poussé par nos amis et accompagné par nos amis de Bouche-ton-Coq sur le développement des épiceries. Moi, mon modèle est un petit peu différent. Il est un petit peu différent parce qu'il va s'appuyer sur deux acteurs, bien sûr sur la Poste et sur cet emploi de la Poste qui va pouvoir et tenir la Poste et pouvoir tenir l'épicerie tous les matins de la semaine, mais aussi mobiliser Insit, je l'espère, en tous les cas j'en parlerai aux responsables de cette belle association, pour qu'ils viennent me filer un coup de main, de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir cette épicerie, accompagner le nombre d'heures d'ouverture de cette épicerie, mais aussi mobiliser des citoyens et en tous les cas diversifier un modèle économique pour faire en sorte que quand je n'aurai plus l'aide de la Poste, bon, ça va durer encore un peu, parce que je suis à 10 ans, 11 ans, je crois, de contrat, donc il m'en reste 8 ou 9, 7 ou 8. Donc j'ai encore un peu de temps, donc mon modèle économique va pouvoir se construire sur le long, mais j'ai vraiment envie de construire un modèle dans sa grande diversité, à la fois avec une poste, une épicerie, mais aussi un bar qui va être un bar associatif, parce qu'on a créé une association dans la commune qui gère toutes les activités sociales et solidaires sur le village, et donc d'arriver à développer un lieu de consommation, encore une fois, 100% produits locaux, qui va s'appuyer aussi sur un marché que nous avons ouvert il y a un an, pour l'instant un marché estival qui a lieu deux fois l'été,
mais qui rencontre un certain succès. Hein. Cet été encore, on a eu entre 3 et 500 personnes qui sont venues sur ce marché et consommer des produits locaux et rester sur place. Donc, l'idée, c'est de pouvoir développer aussi la convivialité, le lien, l'accueil, parce que nous manquons aussi dans nos villages de lieux où les gens se croisent, où les gens réapprennent à se connaître, réapprennent à partager autre chose qu'un bout de route ou un rayon de supermarché qui est à 7 ou 8 km d'ici. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement ce projet pour ne pas être trop long, qui s'appuie sur ce partenariat avec La Poste, qui n'est pas tout à fait simple, parce que globalement, le lien avec La Poste, je trouve, est de moins en moins fort, de moins en moins important, et qui s'appuie sur une volonté qui est au service du lien social, de la consommation locale et de la convivialité, voilà, pour le dire rapidement. Je crois que j'ai mangé mes 10 minutes, mais je n'en mangerai pas plus. Est-ce qu'il y a un peu d'échange là-dessus, des gens qui voudraient poser question avant qu'on bascule sur le deuxième exemple. Alors, petite main que vous pouvez lever, soit physiquement, soit avec les touches que vous avez en bas de votre écran. Pierre, vas-y. Il faut que tu déconnectes ton micro. Voilà. Donc, moi, je suis le président des CIVAM de Haute-Garonne. Donc, les CIVAM, c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc, on est une association d'agriculteurs et de ruraux qui sommes en train donc, de mettre en place, on a plusieurs projets. Donc, il y a de l'accueil social et pédagogique, il y a de la relocalisation de la production agricole. Et à ce titre-là, par exemple, on a fait un collectif qui s'appelle Nourrir la ville, donc qui est plutôt basé sur la Haute-Garonne, avec l'ADAR, c'est une association pour le développement de l'emploi agricole, qui est une émanation de la Confédération paysanne. Il y a Terre de Liens, les Jardins de Cocagne, un espace test, le 100e Sège, et puis nous. Voilà, donc éventuellement, on peut aider à la relocalisation de la production agricole en installant des maraîchers et puis d'autres producteurs, notamment. Et en plus, on travaille aussi depuis les années 80 sur les circuits courts, donc tout ce qui est magasin de producteurs de produits fermiers, et puis marchés locaux, et aussi on accompagne des groupements d'achat collectifs. Est-ce qu'on est en lien, Pierre? Est-ce que tu es en lien avec InSite? Non. Non, c'est la première fois que je le vois parce qu'en plus, là, on a un groupe qui s'appelle Les Frangines. Donc, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin en milieu rural. Bien. Et il se trouve que l'animatrice actuelle qu'on a, donc, qui est à la Maison de l'Avenir à Saint-Gaudens, m'a transmis cette conférence. Donc, voilà, c'est un peu le hasard qui fait que je participe aujourd'hui. Sinon, bon, je t'invite à prendre contact directement avec nous ou à Emmanuel de prendre contact avec toi pour voir, parce que je pense qu'on a des choses extrêmement intéressantes à faire ensemble. Très bien. Merci Pierre pour ce témoignage. D'autres interventions, questions, témoignages autour de ce que j'ai modestement raconté tout à l'heure? Je ne vois pas d'autres mains ou... Ah, si, je crois que j'ai vu une main. Oui, Delphine. Moi, c'est la question, c'est est-ce que, du coup, l'épicerie continue là? Oui, l'épicerie continue aujourd'hui, tout à fait. Et la fréquentation, elle est toujours pareille, elle est relativement stable. Tu vois, sur 200 habitants, j'estime que j'ai une vingtaine de personnes du village qui y vont très régulièrement. D'une part, j'ai un système de paniers avec une entreprise d'insertion de paniers bio, tu vois, de légumes. Donc, ils nous sont livrés ici. J'en ai entre 10 et 15 par semaine, ce qui est pas mal hein, sur 200 habitants. Mais c'est un travail de pédagogie permanent. C'est-à-dire, vraiment, il ne faut rien lâcher parce que les habitudes de la consommation facile au supermarché, qui est souvent plus cher. Nous, on a des prix qui sont moins chers qu'au supermarché, souvent. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Une marge très, très basse sur les produits. Le but n'est pas pour nous
de faire de l'argent, mais bien d'avoir un vrai service pour les habitants. Tout à fait. Et puis de retrouver du sens, quoi, de retrouver du sens dans la consommation. Ok. Oui. Alors, je ne sais pas quel est le prénom, c'est M. Alors, il faut enlever le son, il faut mettre le son. On allume le son. Il faut allumer le son en bas de l'ordi. Voilà, il faut cliquer en bas à gauche. Il y a un petit micro. En bas à gauche, petit micro, il faut appuyer dessus. Clac, voilà. J'arrête la vidéo, c'est ça? Non, il faut remettre la vidéo. Voilà, d'accord. Il peut y avoir le son et la vidéo, c'est ça qui est parfait. Très bien, bonjour. Oui, je m'appelle Marie-Laure. En fait, on s'est installé partiellement dans le Cantal. Je dis partiellement parce qu'on est à la fois dans les Bouches-du-Rhône et dans le Cantal. Pas tout à fait 50-50, mais bon, pas mal quand même, depuis 4-5 ans. Et dans le village où nous sommes, il y a une épicerie qui est soutenue par la mairie, enfin, qui a failli fermer, qui est soutenue par la mairie, où il y a donc la poste, une possibilité d'avoir les services de la poste. Et la réflexion que je me fais, c'est en entendant le nombre de personnes qui viennent se servir dans l'épicerie locale, et c'est un petit peu ce qui se passe dans cette commune, c'est que finalement, ce sont les personnes qui ne sont pas forcément installées toute l'année qui consomment le plus dans l'épicerie. Ça, c'est une tendance lourde. C'est la réflexion qu'a faite la gérante, hein, la personne qui tient l'épicerie, puisqu'elle a failli fermer. Et elle nous disait, en fait, ce sont beaucoup les gens qui ont des résidences secondaires ou qui viennent, qui ne sont pas toute l'année, qui consomment le plus dans l'épicerie. Alors, c'est une réflexion que je me suis faite. Non, mais c'est une réflexion de fond. Qui est-ce qui va consommer dans nos commerces locaux? Qui va consommer de la culture dans nos territoires ruraux? C'est souvent ceux qui reviennent ou ceux qui viennent, et c'est moins ceux qui sont là depuis toujours. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça surprenant parce que je pensais que la majorité de la clientèle était bon, à part quelques personnes âgées qui en plus sont livrées, donc ça. Mais après, bon, c'est la réflexion qu'elle me faisait. Elle me dit, mais finalement, c'est grâce aux gens qui viennent, les touristes, hein, voilà, les touristes, parce que bon, il y a beaucoup de locations saisonnières. Non, mais c'est pas étonnant. Puis les gens comme vous qui ont une maison et qui viennent de temps en temps, qui sont les plus fidèles et qui consomment le plus, en fait, qui dépensent le plus dans l'épicerie. Oui, c'est pas. En tous les cas, c'est pas du cas chez vous. Hein. Comment? C'est vrai partout, ça. Voilà. Bon. Alors après, est-ce que c'est au fait qu'il y a énormément de distance pour aller faire ses courses quand on est à l'extérieur du village? Bon, énormément de distance pour les gens qui sont âgés ou qui n'ont pas la voiture ou qui ne peuvent pas transporter leur salle de course aussi. Hein. Bon. Bien sûr. Ou est-ce que c'est que les personnes qui viennent dans la région, dans le Cantal, sont des personnes qui viennent rechercher quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs et qui du coup se tournent vers le local et vers l'épicerie du village? En fait, il y a une conjonction. Il n'y a pas qu'une seule réponse, bien sûr, il y a une conjonction d'explications à ça. Ce qui veut dire qu'il faut avoir quand même chevillé au cœur et au corps le fait de partager et de convaincre. Et il faut vraiment faire œuvre de pédagogie pour que le plus de gens viennent. Mais la consommation locale, on le voit, malgré tout, augmente. C'est encore... C'est un frémissement, j'aurais tendance à dire, c'est un frémissement fort, mais s'il y a une vraie prise de conscience, et malheureusement, la crise sanitaire nous y aide. Je vous propose de passer, merci en tous les cas pour ce témoignage. Manu, tu as la parole pour que justement on continue à garder le rythme et que tu nous parles un petit peu de Delphine. Il va se présenter. C'est surtout Delphine qui va nous parler de Delphine. Moi, je ne suis là que pour poser les bonnes questions. Pas de moi, du Quesaco surtout. Exactement.
Donc bonjour à toutes et à tous. On part donc à Salèche, au sud Haute-Garonne, limite Ariège, et donc à la rencontre de Delphine qui fait partie de ce beau projet du Quesaco. D'abord, tu peux te présenter et présenter un peu le village où tu habites et où tu œuvres dans cette structure. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci Emmanuel de nous avoir du coup voilà, d'avoir sélectionné aussi le projet du Quesaco pour témoigner. Donc, j'habite au village depuis plus de 15 ans maintenant. Mes grands-parents étaient sur le village et je suis venue m'installer ici. Donc, au niveau de mes casquettes, je suis conseillère municipale à l'origine du projet du Quesaco. Et je suis également la présidente du RPI, donc du regroupement pédagogique intercommunal voilà, des écoles. Parce que sur notre territoire, nous avons 3 écoles pour 5 villages. Donc ça fait partie aussi des choses importantes parce qu'on essaye de le faire aussi maintenir en vie. Et grâce aussi, on va dire, là, je dis grâce au confinement, il y a des maisons qui sont vendues, des jeunes couples qui sont arrivés avec des enfants. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je présente le projet du Quesaco. Oui, et aussi, juste rapidement, Salèche, que tu me dises un peu combien d'habitants et un peu la situation géographique, c'est moyenne montagne, etc. Ouais, ok. Oui, donc voilà, c'est moyenne montagne. On a entre 340 et 350 habitants. Il y a des résidences secondaires, donc il y a des fois où il y a un peu plus de personnes. Donc, on a une école sur le village. On a une belle salle des fêtes et on a un stade de foot, terrain de tennis, parce que ça, c'est important aussi. Et donc, du coup, on a le commerce, le Quesaco, avec un restaurant, un bar et une épicerie de proximité. Voilà. Super. Et donc, le Quesaco, donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi vous l'avez créé? Qu'est-ce que vous y faites? Quelle est la structure aussi que vous portez? Parce que c'est une SCIC. Voilà, pourquoi vous avez fait ce choix-là? Enfin, raconte-nous un peu l'histoire, les Alors, constats que vous avez fait au démarrage. déjà, ouais, on a fait un constat. Le commerce a été créé, a été construit il y a une vingtaine d'années. Il y a eu, au début, il y a eu un couple saléchois qui l'a tenu. Ça a bien marché pendant plusieurs années. Ensuite, ils ont réussi à vendre leur fonds de commerce. Et c'est là que ça a commencé à se dégrader parce qu'il y a des couples qui ont repris, donc des couples extérieurs. C'est ça, je tiens aussi à le préciser, c'est important. Des personnes extérieures au village qui sont venues s'installer à Salèche et en fait, ils n'ont pas réussi, mais pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté, parce que voilà, hein, en tout cas, je le constate maintenant parce qu'on est ouvert depuis mai 2018, donc on voit quand même l'évolution. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que Salèche déjà est un village, on est à 3 km de la départementale, donc en fait il faut monter à Salèche voilà, pour visiter le village et pour aller au commerce. Donc du coup, quand on a fait cet état des lieux, on s'est posé la question, pourquoi ça n'arrivait pas à tenir. Donc déjà, c'était la configuration du commerce. Il y avait un bar très imposant dans la pièce principale. Et en fait, malheureusement, il y a des piliers de bar, voilà, hein, on ne peut pas appeler autre chose, qui ont fait fuir à chaque fois les clients parce que c'est ça qui dominait, on va dire, au niveau de l'activité du commerce. Donc, au fur et à mesure, c'est malheureux, mais ça fait fuir les clients. Donc, du coup, on a demandé à la mairie de reconfigurer cet endroit-là. Donc, en fait, ils ont pris en charge les travaux pour le mettre dans l'ancienne épicerie, parce que du coup, l'épicerie avait une grande superficie. Sauf que depuis des années 90, la consommation a évolué. La façon de consommer a évolué. Donc, du coup, la salle a été trop grande par rapport à ce qu'on pouvait en faire. Donc ça a été réaménagé et déjà, c'est un point très fort voilà, on va dire, de mettre un coup de jeunesse dans la configuration
l'établissement pour justement casser ces habitudes. Et donc, on y est arrivé. Et c'est chouette. Franchement, c'est chouette parce que déjà, au niveau des personnes enfin, voilà, l'équipe en tout cas des coopérateurs, parce qu'on s'est mis en société coopérative d'intérêt collectif. Alors, on a opté pour ce type de société pour la simple et bonne raison que déjà, pour que ça tienne sur du long terme, on a préféré créer des emplois. Donc, du coup, il y a une personne en cuisine et une personne au service. Et ensuite, les coopérateurs sont là en renfort quand on a une activité voilà, il peut y avoir des pics d'activité sur, par exemple, des soirées qu'on anime tous les mois. On fait des soirées musicales. Et du coup, il y a une affluence enfin, voilà, un peu plus importante. Et ils ont besoin, enfin, à deux, ils ne peuvent pas y arriver. Quoi. Voilà, pour gérer l'affluence. Sous le même toit, vous regroupez de la restauration, de l'épicerie et du bar. Oui. Est-ce que c'est cette diversité d'activités qui fait que ça a pu tenir depuis 2018? Ou est-ce que tu penses que ça aurait pu tenir juste avec l'épicerie ou juste... Non, alors on est obligé d'avoir les trois activités parce que déjà, au niveau de la superficie du commerce, l'établissement fait 350 mètres carrés et il y a 180 mètres carrés de surface de vente, donc salle de restaurant, épicerie et côté bar. Voilà. Donc, au niveau enfin, voilà, économique, c'est sûr qu'il faut les deux parce qu'en fait, ça, à un moment donné, ça s'équilibre. Dans la vie du commerce, il y a un type de client qui vient que pour le bar, pour l'épicerie et après que pour le resto. Voilà. Après, il y en a qui vont aussi dans les trois, mais je veux dire, n'empêche que c'est obligé, enfin, voilà, c'est obligé d'être ensemble. Quoi. Voilà. Est-ce que vous savez d'où vient votre clientèle? Ben, voilà, ça rejoint ce que disait Thibaut, c'est que ben, sur le village, il y a une vingtaine de personnes qui sont fidèles. Et ensuite, ben, c'est soit des touristes. Et après, on a eu la chance d'avoir un bus, un car espagnol qui s'est arrêté quand on a commencé à ouvrir. Alors, je ne sais pas comment ils nous ont trouvés, mais en tout cas, ça a marché. On était super contents. Donc, un bus de 50 personnes. Et là, du coup, on est en train de faire ben, tout ce travail de communication avec l'Office du tourisme pour justement, ils ont, voilà, depuis septembre, l'agrément agence de voyage au niveau de Cagir-Garonne-Salat. Et du coup, on est en train de faire voilà, des offres pour que justement, attirer des groupes de Bretagne ou d'Alsace voilà, qui viennent dans le sud voilà, pour justement visiter. Parce que je ne vois pas pourquoi nos anciens, ils vont visiter toute la France et que les autres, ils ne viendraient pas. Voilà. Et là, avec un peu de recul, qu'est-ce qui fait, tu l'as un peu dit déjà sur les gens qui venaient et tout ça, mais qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Est-ce que tu as voilà, les leviers un peu que vous avez activés pour que vous puissiez d'abord reprendre en collectif, puis continuer à ouvrir et faire tourner à la maison? Alors, ça marche, oui, parce que tout le monde y met tout son amour pour que ça tourne, ce commerce. Donc ça, voilà, ça marche parce qu'il y a énormément d'énergie positive qui est mise enfin, voilà, au service de tout ça, quoi, pour que ça perdure. On a vécu un moment ben voilà, très fort pendant le confinement parce que ben justement, toute l'équipe des coopérateurs s'est serré les coudes et on a réussi à maintenir l'activité ben, grâce au fonctionnement de l'épicerie. Les salariés qui étaient en poste nous ont quittés enfin, voilà, hein, pendant le confinement, ça a été un peu compliqué. Donc, c'est vrai que sur une période, on a été vraiment que en mode coopérative. Donc, il y a certains coopérateurs qui ont donné énormément de leur temps. Et là, depuis peu, donc on a une jeune en service depuis juin et on a Jean-Philippe qui nous a rejoint depuis début août au niveau de la cuisine. Donc,
ça marche parce que déjà, ce qu'on veut faire vivre dans le village, c'est-à-dire effectivement ce pôle de lien social, voilà, ça vit, enfin, voilà, c'est chouette parce qu'on voit que les gens sont heureux de se retrouver pour les jours d'ouverture au commerce. Après, il faut qu'on arrive à développer le point restauration parce que c'est sur la restauration qu'on fait le plus de marge. Et que là, à l'heure actuelle, il n'y a que 2 salariés. 2 salariés pour 30 couverts, ils peuvent gérer tout seuls, sauf que si on arrive à développer cette activité-là, à 2, c'est juste. C'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'il y ait un coopérateur pour venir en renfort au niveau de... Enfin, voilà, pour que le client soit bien servi, voilà, tout simplement. Donc, c'est là où, du coup, tout le travail reste à faire parce que l'idée, c'est qu'on arrive à attirer plus de monde aux restaurations, enfin, au niveau restauration, et que du coup, on arrive au fur et à mesure à créer. Le top, ce serait 2 personnes en cuisine et 2 personnes en salle. Voilà. Ok. Et est-ce que, et d'ailleurs, je précise qu'on est en train de travailler ensemble pour recruter des volontaires qui viendraient compléter sur l'animation et la programmation du lieu. Mais est-ce que depuis que vous avez repris, vous avez eu des blocages, alors autres que le confinement qui, je pense, a touché tous les commerces, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été des obstacles et comment vous les avez surmontés? Très bonne question. Alors, des obstacles, mais je sais pas, en plus, hors confinement. Non, mais justement, on a de la chance parce qu'on a une belle équipe. On s'entend tous bien parce que franchement, même dans les coups durs, on a réussi enfin, voilà, à passer le outre, quoi. Enfin, voilà. Donc, des difficultés, si, de la gestion du personnel. La gestion du personnel, c'est là où c'est le plus délicat parce qu'en fait, c'est une coopérative. Donc, dans une coopérative, il y a un représentant juridique, voilà, un président. Mais dans la hiérarchie, en tout cas la nôtre, il n'y a pas de responsable, de gérant, de chef. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est-à-dire que pour déterminer un cadre, on a essayé de faire des groupes de travail, donc sur des thématiques événementielles, cuisine, salle, enfin voilà, au niveau. Et c'est vrai que celle qui revient un petit peu tout le temps, c'est moi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fatigant parce qu'ils ont, voilà, les salariés ont besoin d'un cadre et que c'est compliqué parce que pour moi, une coopérative, c'est que je pense que chacun a du potentiel pour pouvoir voilà, prendre des décisions et essayer de faire au mieux pour que ça tourne, quoi. Bon, sauf que ça, c'est ma façon de percevoir les choses et que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc ouais, il y a ce côté, ouais, ce côté qui est compliqué pour arriver à que ce soit plus fluide. Bon, après, il y a des personnes extérieures qui sont venues se greffer au projet, de nouveaux coopérateurs, donc d'ailleurs des nouveaux habitants, des Marseillais, voilà, qui ont acheté sur Salèche. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que du coup, de ne pas être la tête dans le guidon comme on peut l'être pour certaines, ils nous aident en tout cas à trouver des pistes pour justement essayer de mieux manager, on va dire, les 2 salariés. Voilà. Donc, voilà, on va faire ce qu'on disait, décortiquer les problématiques et puis on va mettre en place des procédures et puis voilà, mais voilà, ça c'est du taf. Moi, j'ajouterais aussi pour avoir aussi rencontré, t'avoir rencontré au Quesaco et avoir rencontré le maire de Salèche, c'est que j'ai aussi l'impression que cette relation avec la mairie, alors toi étant membre du conseil municipal, ça facilite des choses, mais je pense que c'est aussi un levier très important d'avoir eu la volonté politique aussi à un moment de la part d'un conseil municipal de mettre ça en place. Et je pense qu'ils sont membres de la SCIC en tant que tel. Et est-ce que, pour finir, tu aurais un petit conseil pour d'autres porteurs de projets qui voudraient installer, ouvrir des commerces en milieu rural, un conseil pour que ça fonctionne? Un conseil, moi je dis que de toute façon, quand il y a la volonté et puis la passion, c'est surtout ça, je pense, de réanimer le village et puis surtout de défendre, de défendre un territoire qu'on apprécie énormément, il faut le faire, quoi, parce que
parce que même si, alors c'est vrai, là où on est un peu déçu, c'est qu'effectivement, sur la totalité des habitants, il y a un très faible pourcentage qui voilà, le fréquente. Mais bon, mais ça, il faut que je l'accepte. C'est tout, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas faire autrement de toute façon. Mais il faut le faire parce qu'en tout cas, ça permet à tout le monde d'apprendre, d'évoluer, de construire beaucoup de chouettes actions. Et puis les anciens, ils sont quand même vachement contents qu'il y ait ce genre d'initiative, quoi. Et ça, c'est important parce que du coup, on arrive aussi à fédérer, à refédérer voilà, des personnes par rapport au commerce. Donc, c'est important, quoi, par rapport à ça. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans l'assemblée virtuelle qui est ici? Je crois que pour des questions, Elsa, tu me le confirmes. Ah, il y a une question de Chloé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, en fait, j'avais 3 questions. Donc, je vais poser les 3. D'abord, vous avez l'air de dire que ça demande un engagement important de la part de toute la population, enfin, du groupe qui est derrière ce projet. Donc, je voulais savoir combien il y avait de bénévoles, à combien ça tournait et ça demandait quoi au niveau de l'implication pour les gens. Ensuite, ma deuxième question, c'est qu'il me semblait avoir entendu parler. Chloé, est-ce que je peux répondre à ta première question? D'accord, ok. Ouais. Alors, on est 19 coopérateurs. Dans les 19 coopérateurs, en fait, c'est la SCIC, donc la Société coopérative d'intérêt collectif. Et en plus, je perds mes mots, c'est pénible. Je vous assure que c'est des différents collèges. Donc, il y a le collège des salariés, le collège des clients, le collège des fournisseurs, le collège des collectivités et le collège des fondateurs. D'accord? Donc, au niveau de tous ces collèges-là, donc il y a deux salariés. Il y a au niveau des fournisseurs, pour l'instant, on n'en a qu'un. Donc, c'est un peu aussi sur quoi on est un peu déçu parce qu'on fait quand même marcher beaucoup de producteurs locaux, mais en fait, c'est peu connu ce schéma-là. Donc, voilà, mais on aimerait bien fédérer d'autres fournisseurs pour intégrer la coopérative. Il y a, au niveau des clients, il y a l'association de football de danse du village. Et ensuite, au niveau des collectivités, pour le moment, il n'y a que la mairie de Salèche. Ça aussi, c'est important parce que logiquement, il pourrait y avoir plusieurs institutions publiques qui pourraient se greffer, on va dire, à la coopérative. Donc, au niveau des intervenants, sur les 19, il y en a 10 qui sont très actifs. Et quand je dis très actifs, c'est en fait qu'ils s'occupent, ils ont chacun une mission qui se sont dédiées parce qu'en fait, ils adorent ça et que ça roule. Donc voilà. Donc, depuis qu'il y a maintenant les salariés, et ça, du coup, on a eu un retour de leur part, c'est qu'ils voient un peu moins ces coopérateurs. Donc, du coup, ils sont pas perdus, mais du coup, ça leur fait bizarre parce que l'émulsion qu'il y a de voir l'équipe coopérative, ça donne du coup une impulsion sur leur travail aussi à l'interne. Donc ça, il va falloir essayer de trouver une combine, je sais pas, mais déjà les coopérateurs, depuis qu'il y a les salariés, ont levé le pied. Parce que voilà, que je veux dire, quand on a travaillé pendant des mois en bénévole pour maintenir l'activité du commerce, des fois on a envie de lever le pied pour se dire je me repose un peu et puis j'irai un peu plus tard, voilà, on va recommencer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Chloé. Oui. Très bien. Et j'avais une deuxième question. Il m'a semblé avoir lu ou entendu que vous aviez étudié la possibilité de fournir la cantine de l'école. Est-ce que c'est le cas? Ah, vous le faites. Donc, ça fait quand même un gros débouché, quoi. Alors, un gros débouché, tout est relatif. Voilà. Parce que nous vendons le prix du repas. Alors, nous vendons le repas livré, 4,30 € TTC. Voilà.
Donc, justement, on a fait un travail. On a fait un premier rendez-vous avec l'association Bio Ariège-Garonne. Et alors, je pense que du coup, Pierre, tu dois connaître ça, je pense, de Sivam 31. Bio Ariège-Garonne, c'est en fait de la fusion de l'Association des agriculteurs biologiques de la Haute-Garonne et du CIVAM Bio de l'Ariège. Érable 31 aussi, ils avaient le nom, c'est ça, voilà. 31. Et la présidente du Bio Ariège-Garonne et l'agricultrice qui a repris ma ferme. D'accord, ok. Donc, j'habite à Tolosane. J'ai pas entendu, Pierre, pardon. J'habite à Martres-Tolosane. D'accord, ok. Ça marche. Village important. Très important. Alors, ce soir, je vais à une réunion à l'Estelle. Ah. Peut-être que vous allez... Non, d'accord. Et donc, non, oui, donc du coup, on a la cantine. On le fait parce que c'est un service de proximité et que c'est les écoles de nos villages. Donc, le maire de Salèche a souhaité maintenir cette prestation-là parce que, et d'un, alors ça nous fait rentrer un chiffre d'affaires effectivement régulier, qui n'est pas négligeable, voilà. Mais après, de toute façon, on est juste à l'équilibre, mais vraiment juste. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas du tout de marge qui se fait là-dessus. Et en plus, comme on est contraint, hein, alors ça, c'est une contrainte parce que justement, on n'a pas le prix derrière, on peut, mais on se doit d'intégrer des produits locaux, labellisés et tout le tralala, là, avec la restauration collective scolaire et en fait on se met aussi dans le rouge entre guillemets à cause de ça parce que bien évidemment les tarifs ne sont pas les mêmes que des produits agroalimentaires, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et après, ma dernière question. J'avais juste une dernière question sur l'investissement de la mairie. Donc là, il y avait le porté par le pouvoir politique. Là, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as une estimation de ce que ça a coûté à la mairie, en fait, en termes de travaux aujourd'hui? Est-ce qu'ils louent le... Oui. Voilà. Alors, si tu peux me dire un Au peu niveau plus. du réaménagement, c'était une enveloppe entre 15 000 et 20 000 euros qui a été investie. Et ensuite, sur l'année 2018, on a payé un loyer de 100 euros par mois. Et à partir de 2019, on est à 300 euros par mois. Voilà. Ce qu'on a essayé de négocier, c'est de réévaluer le loyer en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, pour l'instant, il n'a pas bougé parce que, voilà, on leur a bien expliqué parce qu'à un moment donné, c'est passé à 600 euros parce que normalement, c'est le prix du loyer. Mais 600 euros, c'est trop. C'est trop parce qu'il n'y a pas assez de fréquentation et que ça nous... voilà, c'est dommage, quoi. Je veux dire, ça nous met dans le rouge. Donc là, du coup, voilà, on peut développer plus sereinement, on va dire, l'activité du Quesaco. Super. Merci beaucoup, Delphine, pour cette présentation. Je vous invite tous à aller voir le commun. J'ai le Piémont-Pyrénéen. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment très cool. Et je donne la parole à Elsa pour la dernière intervention. Merci. J'ai mis aussi dans le chat le lien vers le site du Quesaco si vous voulez aller jeter un œil. Du coup, pour cette troisième et dernière partie, on a l'honneur d'avoir avec nous, plus ou moins avec nous, parce qu'apparemment, il y a des sérieux problèmes de réseau, mais on va essayer de faire au mieux. Émilie, de Village Vivant. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Super bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien également. Oui, c'est bon. C'est bon? Super. Bon, j'espère que ça va tenir, on croise les doigts. On croise. Du coup, pour commencer, je vais pas spoiler. Est-ce que tu peux, toi, te présenter et présenter Village Vivant? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Émilie Dalland. Moi, je suis originaire de Bretagne, un petit village de 500 habitants dans le Morbihan. J'ai pas mal bourlingué en France, à l'étranger. Ça fait 17 ans maintenant que je travaille dans l'économie sociale et solidaire. J'ai travaillé pour Ethicab, je le mentionne pour faire plaisir aussi à Thibaut, puisque Ethicab est une SCOP dans le Gers, bien connue. Voilà. Et j'ai rejoint du coup Village Vivant cette année au mois de juin, donc mon arrivée est tout récent.
Et je les ai rejoints sur une fonction assez polyvalente, c'est-à-dire que j'accompagne les porteurs de projets et les collectivités qui souhaitent réouvrir des lieux dans les campagnes. Et pour cela, on est donc une équipe de 10 personnes coopératives. Nous sommes une SIC, une société coopérative collective, et nous sommes basés à Cré dans la Drôme. Alors peut-être, Émilie, il faut ramener ton micro un peu plus près de la bouche et peut-être couper ta vidéo. Parce qu'en fait, la connexion n'est pas très bonne. Alors, on a juste raté un petit bout des 2 dernières phrases. Mais... D'accord. Et je disais que comme Kesako, on est une société coopérative d'intérêt collectif, une équipe de 10 personnes aujourd'hui et nous sommes basés à Cré dans la Drôme. Ok, super. Voilà. Merci d'avoir répété du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup comment ça fonctionne Village Vivant? Oui. Plus techniquement, un peu plus en détail. Bien sûr. Alors peut-être parler de la vision déjà de la coopérative. Notre objectif, c'est de recréer du lien dans les campagnes. On fait le même constat qui a été posé par les intervenants précédents, des centres-bourgs qui se désertifient, voire même des bâtiments qui sont délaissés, une paupérisation aussi des centres-bourgs, des commerces qui ferment, et les porteurs et les communes qui viennent à nous viennent souvent avec les mêmes problématiques de j'ai plus de commerce, mon dernier commerce a fermé, ou alors on a une difficulté d'accès à certains types d'activités, de magasins, ça veut dire beaucoup de voitures. On veut recréer du lien parce qu'on a des néo-ruraux qui sont là et puis des habitants plus anciens. Voilà, comment recréer du lien et penser à des projets qui seront le plus ouverts et le plus inclusifs possible. Puis nous, on vient avec un outil qui est notre foncière, parce que Village Vivant, c'est avant tout une foncière rurale et solidaire. On fait souvent le parallèle, et là je cite Pierre tout à l'heure du CIVAM, qui nous parlait de terre de lien. Terre de Liens est basée à Cré, comme nous. D'ailleurs, l'un des 2 cofondateurs des Villages Vivants est un ancien de Terre de Liens. Donc, ils nous ont beaucoup inspirés et encore aujourd'hui, Terre de Liens achète des terres et des fermes, là où nous, on achète des bâtiments anciens dans les campagnes, qu'on rénove et qu'on loue à des porteurs de projets qu'on installe sur un bail 369. Voilà, donc on fait souvent ce parallèle, ça permet de bien comprendre ce que l'on fait. La typologie des projets qu'on accompagne, c'est des projets qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Des projets qui vont créer de l'emploi, qui vont créer du lien social et qui auront un impact positif sur le territoire. Peut-être pour vous donner quelques exemples. Alors, la coopérative est récente. Hein. On parlait de Terre de Liens qui maintenant, je crois, une trentaine d'années. Nous, on est encore petits, on a que 4 ans. Pour le moment, on a 5 opérations installées. Installation installée, c'est-à-dire qu'on a acheté les locaux, comme je disais, on rénove. Donc ça, c'est un budget aussi important pour nous. On pilote les travaux et on installe les porteurs de projets que l'on suit, bien évidemment, ensuite dans leur développement d'activité. On a installé, par exemple, une brasserie qui avait comme problématique d'être dans des locaux qui allaient être vendus. Donc, vous n'allez plus avoir, en fait, d'outils de travail. Donc, ils sont venus avec ce blocage-là. Ils n'avaient pas l'argent, en fait, pour acheter les murs. Donc, c'est pour ça que, voilà, on intervenait avec notre transport. Une autre commune aussi de 600 habitants, en Ardèche, à Beaufre, on a accompagné l'installation d'une auberge dans un ancien hôtel-restaurant. Ils ont créé du coup une épicerie, un coworking, un restaurant très qualitatif qui est bien fréquenté. Il y a un point poste, on parlait justement des points postes qui ferment. Voilà. Une association qui travaille sur la mobilité douce, Dromolib, donc à Cré. Et puis dans l'Ain, on a installé une librairie qui s'appelle La Folle Aventure. Donc vous voyez une belle diversité d'activités, mais elles ont toutes comme point commun d'être ancrées sur le territoire, d'être portées collectivement et d'être le plus ouvert avec un maximum de diversité aussi de public. Et ça, c'est vraiment un point important de la suivante. Tu
Super, merci. Et ma troisième et dernière question avant de passer aux questions, aux témoignages des participants, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est quoi vos projets avec Village Vivant pour l'avenir? Est-ce que vous envisagez d'aller sur des nouveaux territoires? C'est quoi l'avenir de Village Vivant? Alors, on a une grande ambition. Alors, à la fois, on y va modestement parce que quand je vous parlais, par exemple, de l'auberge de Beauf, c'est une opération à 1 400 000 euros. Les tickets de rénovation sont très importants. Donc, une fois qu'on a dit ça, notre modèle économique, c'est de lever des fonds. Donc, si on veut faire plus d'opérations immobilières demain, il faut qu'on lève plus de fonds. Donc, ça, c'est l'actualité du moment, on va dire, puisqu'on est en train de faire une levée de fonds citoyenne où on propose aux habitants citoyens, aux entreprises, aux collectivités de placer leur épargne. C'est sous forme de titres participatifs. Vous pourrez aller voir, c'est sur la plateforme LITA, LITA. Donc, on a besoin d'argent. Donc, ça, c'est un point important. Si on veut faire plus de projets, on a aussi besoin de bras. Aujourd'hui, on est 10, donc on recrute une personne pour chapeauter la gestion locative, parce que plus on a de biens, plus on a de gestion locative, et ça, c'est aussi un de nos métiers. Et puis, on a la volonté aussi de s'étendre géographiquement, parce qu'aujourd'hui, on est basé à Cré. On a fait un rayon 3 heures autour de Cré, ce qui nous amène à couvrir l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Mais on souhaite aller maintenant un peu plus à l'est, à l'ouest pour le coup, dans le Massif central, et on crée notre première antenne. Donc ça, c'est un changement d'échelle important pour nous. On recrute 2 personnes en janvier, et cette première étape, cette première antenne est une première étape. On aimerait en créer 4 autres en France à horizon 5 ans. Donc ça nous occupe bien. Hop, désolée, je mettais les liens dans le chat justement avec le site internet et la page sur lita.co. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a des questions, des témoignages sur Village Vivant ou sur des choses que vous aurez évoquées, ce que disait Émilie à l'instant? Je vais essayer d'afficher tout le monde pour voir si quelqu'un lève la main. N'hésitez pas à ouvrir votre micro directement et à parler parce que c'est possible que je ne vous vois pas, parce qu'il y a quand même une trentaine de personnes encore connectées. Mais peut-être que tout était très clair. Après, moi, j'ai juste une question. C'est les mairies, enfin, c'est les communes qui doivent porter le projet ou c'est même un privé? Non, ce sont alors des collectifs, parce que dans les projets qu'on accompagne, on veut que ce soit porté collectivement. Donc, ce sont des personnes physiques qui forment un collectif qui peut prendre la forme d'une SCOP, d'une SIC, d'une association. Et donc, on a aussi le cas de figure où des collectivités peuvent nous confier, enfin nous vendre en l'occurrence un bien, et charge à nous de faire l'appel à projet, de recruter des porteurs de projets. On peut aussi intervenir de cette façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais... désolée, ma caméra. Oui, je voulais vous remercier pour toutes ces infos. C'est la première fois que je suis avec vous, là. Et oui, c'est très intéressant, les villages vivants. Je vais aller sur le site m'informer parce que j'ai prévu de créer un éco-hameau en Bretagne et de justement faire plusieurs projets avec les habitants du village et des alentours. Par exemple, de créer un petit café des mamies tricoteuses pour faire un lien. Voilà. Et ça a été des... Pour le moment, et je suis très frustrée en tant que Bretonne, la Bretagne ne fait pas encore partie de nos territoires. Mais je ne désespère pas que d'ici peut-être 5 ans, voire un peu plus, on puisse avoir une antenne locale. Mais c'est vrai que pour le moment, par rapport au nombre de sollicitations que l'on a, avec la taille de l'équipe aussi, on est sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et comme je disais aussi PACA Occitanie. Mais après, n'hésitez pas, on organise des visios à destination des porteurs de projets tous les 15 jours.
Vous trouverez le lien sur notre site internet. C'est un moyen où on va, voilà, un moment où on rentre un peu plus dans le détail de ce que je viens de faire, un moment où vous pouvez aussi poser vos questions. Je sais qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent de Bretagne, d'autres territoires, et on peut aussi les mettre en lien avec des homologues locaux. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'inscrire à cette vidéo. Merci. Merci Nathalie, en tous les cas, de nous tenir informés de ton projet en Bretagne. Et si on peut faire passer l'information, filer un coup de main avec grand plaisir. Hein. C'est aussi ça Ouais, super, merci. Café de campagne, c'est de renforcer la transversalité et soutenir les projets. D'autres interventions pour cette fin de café de campagne? Oui, moi j'aurais bien aimé demander comment ça se passe du coup pour les personnes qui investissent, comment convaincre des gens d'investir dans ce type d'initiative. Céline, qui est en Normandie. Une question pour moi, du coup, c'est ça? Oui, c'est pour oui. toi. Alors, on a choisi en fait une épargne sous forme de titre participatif. C'est un placement sur 7 ans qui est rémunéré 1% par an. Et donc, cette épargne solidaire, comme je disais tout à l'heure, c'est autant des citoyens que des entreprises qui souhaitent placer leur trésorerie, mais aussi des collectivités. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on augmente aussi le nombre de personnes engagées auprès de nous. Et la notion de territoire, pour nous, elle est vraiment importante. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite multiplier ces levées de fonds. Et parce que ces personnes qui investissent aussi sont des personnes qui peuvent être ressources demain pour nous, prescripteurs de projets. Donc, c'est aussi intéressant de leur laisser une place dans la vie de notre coopérative, outre le fait qu'ils apportent de l'argent. Donc, c'est un vrai chantier chez nous. Et on travaille sur comment les mobiliser, comment les intégrer à notre vie coopérative. Et on est en train de travailler la gouvernance, puisque notre SIC est aujourd'hui en statut SARL, on la passe en société anonyme, qui nous donne la possibilité d'augmenter le nombre de sociétaires. Et donc, on est en train de travailler à comment structurer cette nouvelle gouvernance pour accompagner ce changement d'échelle. Merci beaucoup, Émilie. Je pense que la fin de ce café de campagne approche, mais du coup, n'hésitez pas à aller sur le site et à vous inscrire au visio tous les 15 jours pour en savoir plus sur Village Vivant. Et Thibaut, je te rends la parole pour conclure. Merci Elsa, merci Émilie pour cette intervention tout à fait éclairante, une belle complémentarité. Merci à Delphine pour ton intervention également. En tous les cas, ces projets, bien sûr, on continuera à suivre et on continuera à en parler parce que c'est un élément fort important et fort intéressant pour nos territoires. Merci en tous les cas infiniment d'avoir participé à ce 11e café de campagne. Il y a les liens qui ont été mis, donc n'hésitez pas à y aller et à participer, à continuer à vous tenir informés les uns les autres. On se retrouvera le 28 octobre pour un prochain café de campagne sur la question des territoires accueillants. Un peu comme je le disais tout à l'heure en introduction sur cette ruralité que l'on souhaite accueillante et ces territoires ruraux que l'on souhaite généreux, accueillants et solidaires. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter le 28 octobre, à le faire savoir. On a l'habitude de lire, on est de plus en plus nombreux, donc c'est bien. Il faut continuer. Puis on va essayer de travailler à un regroupement. Alors, les élections présidentielles vont un peu nous percuter. On voulait le faire au printemps, peut-être nous le ferons-nous un peu plus tard. Mais en tous les cas, un grand rassemblement de tous les gens qui sont intéressés par nos thématiques et la question des territoires ruraux, d'une grande fête un peu de la ruralité. Voilà, peut-être à l'automne prochain, à la sortie de l'été. On verra un peu, on est en train de travailler. En tous les cas, merci infiniment. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et on se retrouve le 28 octobre prochain pour notre 12e café de campagne. À très bientôt.